France est-elle à son tour en train d'entrer en résistance contre l'obsolescence programmée? Le 17 septembre dernier, pour la première fois, une plainte a été déposée par l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, contre des fabricants d'imprimantes accusés de raccourcir délibérément la durée de vie de leur matériel. Il faut dire que ce que l'on appelle aujourd'hui obsolescence programmée est une pratique commerciale vieille comme le monde, mais dans une société qui pousse à la surconsommation, cette pratique risquerait-elle à court terme de nous transformer en société du déchet permanent? Obsolescence programmée, le futur est-il périssable? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ce futur périssable, donc de sa réalité et des fantasmes qui l'entourent, des différents moyens d'y remédier également, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Flore Berlingen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association Zero Waste France. Nous avons également le plaisir de recevoir Serge Latouche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'économie à l'université d'Orsay. Vous avez publié Bon pour la casse, les déraisons de l'obsolescence programmée au lien qui libère. Vous pouvez suivre évidemment comme chaque jour cette émission en parallèle sur notre compte Twitter en vous abonnant @la méthode FC. Alors je le disais à l'instant, cette première en France, cette plainte déposée mi-septembre par l'association HOP, ça veut dire que la France est en train de faire sa révolution paradigmatique sur l'obsolescence programmée. Serge Latouche? Oui, c'est un acte symbolique. Je ne pense pas qu'il ait une grande portée, car c'est très difficile de coincer les producteurs sur ce domaine. C'est très complexe, on en parlera. Mais c'est important quand même, symboliquement, de marquer le coup. Ça a une importance seulement symbolique à votre avis, Flore Berlingen? Il y a des fondements importants à cette plainte. Moi, je ne doute pas qu'elle puisse éventuellement aboutir et surtout effectivement c'est l'occasion de mettre le doigt sur des pratiques qui ne sont plus acceptables aujourd'hui du point de vue du citoyen et du consommateur, et donc du coup c'est aussi avoir une influence par les réactions de la clientèle vis-à-vis des producteurs. C'est-à-dire que vous pensez que cette plainte finalement elle a moins d'importance pour les conséquences en termes de justice ou en termes de conséquences juridiques à proprement parler que pour la symbolique et pour le fait que ça va aider les citoyens, les consommateurs à réaliser ce qui est en train d'être mis en place? C'est mettre en lumière certaines pratiques. Concrètement, elle porte sur quoi cette plainte? Elle porte notamment sur le fait que les cartouches d'encre aujourd'hui sont considérées comme vides par l'imprimante qui alerte sur ce point, alors qu'elles ne le sont pas en réalité. Il reste encore 25% voire plus d'encre dans les cartouches, et donc ça nous incite à les remplacer alors qu'elles pourraient être encore utilisées pour de nombreuses impressions. Donc ça, c'est un point qu'il faut absolument diffuser, mettre en lumière pour que ça cesse. Et c'est pas seulement par l'action juridique qu'on peut faire cesser ce genre de pratique. Vous partagez ce point de vue, Serge Latouche, c'est plus pour le symbole et pour la prise de conscience collective que pour l'aspect jurisprudentiel? Absolument, parce que il est très difficile. Alors là, on a affaire à un bien assez simple, mais pour un bien complexe comme une voiture automobile, dont toutes les pièces sont susceptibles d'être victimes de l'obsolescence programmée, c'est extrêmement difficile d'apporter la preuve qu'il y a vraiment qu'il y a une intention de la part du constructeur de limiter la durée de vie du produit. Alors on va parler, on a toute une heure pour parler de cette notion d'obsolescence programmée, mais ce terme lui-même, j'aimerais qu'on parle de cette expression obsolescence programmée. Je le disais en introduction, on a l'impression que c'est quelque chose que l'on vient de découvrir, d'assez récent, de très contemporain, on en reparlera tout à l'heure, mais les recherches Google par exemple montrent qu'on commence à s'y intéresser, que le grand public commence à s'y intéresser à partir de 2011, mais finalement, Serge Latouche, pour vous, c'est une pratique assez courante qui est quasiment concomitante avec l'apparition du commerce. Alors non, l'obsolescence programmée proprement dite, c'est-à-dire qui traduit le terme anglais pleine d'obsolescence, à une date très précise, c'est l'apparition de ce petit opuscule de Bernard London en 1932, et il l'utilise tout à fait par hasard. Il dit simplement que
Au fond, pour relancer l'économie américaine qui est en crise, il faut pratiquer systématiquement la prime à la casse. Voilà, c'est ça, tout simplement. Alors, le terme même est impropre, parce qu'en réalité, donc, il ne s'agit pas de programmer l'obsolescence. C'est le fait que ce qu'on appelle maintenant obsolescence programmée, c'est le fait d'introduire délibérément dans un produit un élément de fragilité qui oblige le consommateur à en renouveler la consommation. Donc, le terme plus approprié, c'est building obsolescence, l'obsolescence incorporée. Mais bon, c'est dans la mode, c'est passé comme ça. En revanche, alors vous avez dit l'obsolescence est aussi vieille que non. Le commerce, c'est-à-dire pousser les consommateurs à acheter plus vite ou à se débarrasser d'un produit. L'obsolescence technique est extrêmement vieille, puisque on peut dire que l'âge de bronze rend obsolète l'âge de pierre. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'âge de pierre. Mais l'obsolescence... alors, il y a eu une obsolescence importante parce qu'elle est... En fait... on y reviendra. À l'heure actuelle, les phénomènes qu'on rencontre dans les pratiques des industriels, c'est un mélange d'obsolescence technique, d'obsolescence alors symbolique ou psychologique, qui est le phénomène de la mode, et d'obsolescence incorporée, c'est-à-dire de durée de vie limitée du produit. Meilleur exemple, évidemment, c'est les téléphones portables, les iPads où on a les trois mélangés. Alors, on va revenir sur ces notions les unes après les autres. Oui, Fleur Berling, vous vouliez réagir? Oui, moi je voulais simplement dire que la stratégie d'obsolescence programmée aujourd'hui la plus courante, elle s'appelle tout simplement la publicité. De créer un besoin de renouvellement permanent. Ça, c'est finalement une stratégie d'obsolescence qui surpasse de très loin l'obsolescence purement technique, technologique. Et puis la deuxième forme d'obsolescence programmée, finalement peut-être encore plus courante que des stratégies délibérées de mettre des failles, des défaillances à l'intérieur des produits, c'est de tirer les coûts vers le bas. Parce que finalement, c'est en remplaçant certains matériaux plus nobles et résistants, par exemple dans une machine à laver, remplaçant des matériaux, des métaux par du plastique, qu'on accroît le risque de casse. Donc c'est en voulant réduire, tirer les coûts toujours vers le bas. De production, les coûts de production et pas les coûts de revente. Hein. Oui, pardon. Oui. Mais justement, c'est important de le préciser. Les prix sont à la baisse et ça explique une partie de la limitation de la durée de vie des produits. C'est intéressant. On va revenir un peu sur cet aspect historique. Vous notiez, vous avez amené d'ailleurs avec vous, Serge Latouche, ce livre de Bernard London, Ending the Depression Through Planned Obsolescence, à en finir avec la dépression à travers une obsolescence planifiée. Au début, finalement, ce sont des idées strictement économiques, de dire on va pousser les consommateurs à avoir plus besoin, à renouveler plus fréquemment les produits qu'ils se procurent. C'est presque finalement une histoire qui naît avec le taylorisme et la standardisation. En fait, à partir du moment où on est dans une économie de croissance, une société qui est liée à une économie de croissance, qui est fondée sur l'illimitation de la production, produire toujours plus. Si on produit toujours plus, évidemment, il faut consommer toujours plus. Comme nous avons malheureusement un estomac limité, il faut créer des besoins artificiels et toujours plus. Alors, on le fait à travers la publicité, bien sûr. On incite les gens à consommer à travers le crédit, mais si ça suffit pas, il faut qu'ils soient malgré tout obligés de changer de voiture, de changer d'ordinateur, de changer de téléphone portable de plus en plus vite. Et donc, ça fait partie de la logique du système, à tel point que c'est souvent encouragé par les gouvernements ou par l'État, c'est la prime à la casse. On jette sa voiture qui est en état de marche, parce que pour inciter les gens, on achetait une nouvelle, parce que, évidemment, ça fait travailler les entreprises, ça diminue le chômage. On est là dans un paradoxe qu'on verra entre la logique économique et la logique écologique. On en reparlera certes tout à l'heure. Néanmoins, historiquement, il y a quelques cas d'école. Alors, je parlais de la taylorisation parce que on parle justement pour ce que vous évoquiez sur la publicité, sur les premières grandes entreprises à mettre au point des stratégies de communication pour dire renouveler votre matériel, changer même si vous n'en avez pas besoin immédiatement. C'est entre autres General Motors qui, pour concurrencer la Ford T, essaye, Fleur Berlingen, de proposer des nouveaux modèles, de changer l'aspect de ces voitures.
Oui, c'est une logique qui maintenant est étendue à absolument tous les champs de la consommation. On va essayer de changer de couleur pour vendre des grille-pains, par exemple, tout simplement. Il y a un autre cas d'école qui a donné lieu d'ailleurs à un qui a donné son titre à un ouvrage de référence en 2010. C'est le cas de l'ampoule électrique via le cartel Phébus. Vous pouvez nous en dire un mot, Serge Latouche, de ce cartel de l'ampoule électrique qui est le premier à avoir tenté justement de réduire la durée de vie d'un équipement. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est le pratiquement seul cas vraiment prouvé, documenté d'un véritable complot pour réduire la durée de vie d'un objet, qui est limité, mais enfin, la lampe électrique. Et donc, un soir de Noël 1924, se sont réunis à Genève, je crois, les principaux producteurs d'ampoules, et ils ont décidé que la durée de vie de l'ampoule ne devait pas dépasser 1000 heures. Alors là, on a tous les documents pour prouver l'existence de cette décision, avec des pénalités à l'appui prévues pour les producteurs qui ne respecteraient pas le cartel. D'autant plus qu'à l'époque, les ampoules à incandescence pouvaient durer 2000-2500 heures. C'est-à-dire qu'on a vraiment limité, alors, en tout cas, il y a eu un accord pour limiter la durée de vie. On avait des ampoules, effectivement, qui duraient 2000 heures ou 3000 heures, et on en a, ça c'est intéressant, il y a même le cas extraordinaire d'une ampoule à Livermore en Californie, qui a été allumée, qui a été faite en 1896, allumée la première fois en 1902, et qui est toujours allumée aujourd'hui. Et donc ce cartel Phébus, c'est un peu aujourd'hui le symbole de l'idée qu'il puisse y avoir une entente entre les constructeurs volontaires, délibérée, au détriment des citoyens et des consommateurs. Oui, alors c'est ambigu parce que bien souvent, il n'y a pas d'entente explicite. Et alors, quand il y a eu les débats sur les lois et les projets de loi sur l'obsolescence programmée, j'ai eu l'opportunité de participer à des réunions avec des industriels et des représentants des lobbies des industries électriques, électrotechniques qui sont les plus visés par ce problème. Et eux, ils disent l'obsolescence programmée, ça n'existe pas. Donc, effectivement, il n'y a pas de complot. Et ils disent, ce sont les consommateurs qui réclament de changer de produit avant même que le produit soit usé. Ils prennent évidemment l'exemple du téléphone portable dont la durée de vie moyenne est de 24 mois et qu'en moyenne, les gens changent au bout de 18 mois, voire 12 mois pour les jeunes. Le problème, c'est qu'ils oublient de dire, c'est que le consommateur a été formaté par eux. Alors c'est important, Florent Barling, d'insister là-dessus, parce qu'effectivement, quand on dit obsolescence programmée, on tombe vite dans une forme de théorie du complot, de dire mon Dieu, les grands industriels jouent contre nous, nous sommes les victimes, les marionnettes d'une stratégie industrielle de dépendance, mais en fait on est aussi co-responsable et co-dépendant de cette stratégie-là. Absolument, c'est moins un complot qu'une stratégie qui se joue complètement au grand jour devant nos yeux. Et ça touche, et effectivement la différence entre durée de vie et durée d'usage est extrêmement importante, et il faut rappeler que ça touche pas seulement les produits électroniques, électriques, etc., technologiques auxquels on pense spontanément quand on a cette idée d'obsolescence programmée, mais ça touche aussi tout un tas d'autres biens de consommation, le mobilier, les vêtements, parce que fragilité, comme j'en parlais tout à l'heure, on utilise des matériaux de moins bonne qualité, donc forcément ça dure moins longtemps, c'est particulièrement sensible justement au niveau des textiles, et puis parce que stratégies de conception qui sont incompatibles avec la réparation, donc du mobilier qui n'est plus vissé mais qui est collé, par exemple, c'est tout à fait classique, et là c'est un obstacle tout à fait concret à la réparation et à la modularité aussi, parce que cette notion de modularité, elle est très importante dans une stratégie de lutte contre l'obsolescence programmée. Alors, je voulais rebondir, sur ce que vous avez dit. Lorsque il y a eu très peu d'études jusqu'à présent sur l'obsolescence programmée. Le premier livre, qui est déjà ancien, des années 60, de Vance Packard, l'ère du gaspillage, quand il s'est intéressé à ça, il a fait une enquête auprès des associations de consommateurs américains qui sont les premières à être montées au créneau, exigeant un allongement de la garantie des produits, etc. Et il a demandé à la représentante, mais quels sont les produits? Il m'a dit, mais je ne vois guère qu'un produit qui n'obéit pas à l'obsolescence programmée, le piano. Un mot, parce tous que les produits sont susceptibles d'être victimes. Voilà, vous parliez de l'habillement, il y a un exemple historique qui est assez amusant, dont vous pouvez peut-être... Voilà, le fameux bas de nylon du pont de Nemours. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, tout simplement le bas de nylon ou aujourd'hui le collant, c'est clairement quelque chose dont la solidité pourrait être assurée et elle ne l'est pas, au contraire, pour favoriser le renouvellement. Un mot peut-être également, effectivement, quand on voit en fait un peu toute cette pensée, ce développement de la notion d'obsolescence. Alors, on va peut-être pas parler d'obsolescence programmée, mais en tout cas d'obsolescence au sens large du terme, qu'il s'agisse d'une obsolescence technique ou d'une obsolescence esthétique, ce que vous avez défini tout à l'heure comme notre dépendance à la nouveauté et notre besoin de renouvellement certainement un peu irrationnel. Serge Latouche, c'est ni plus ni moins qu'un visage d'un concept qui est assez connu en sociologie ou en économie, qui s'appelle la destruction créatrice de Schumpeter. Oui, en fait, quand c'est l'obsolescence technique, oui, fait partie, entre dans la logique de la destruction créatrice. L'obsolescence esthétique, peut-être un peu moins. Un peu moins quand même. Pour revenir à l'obsolescence esthétique et à sa naissance, qu'on peut dater, du point de vue industriel, parce qu'on a appelé ça, ce qu'on a appelé le modèle de Detroit. Et le modèle de Detroit, on a évoqué le cas de Chevrolet. Mais ce qui est intéressant, c'est d'évoquer aussi le rapport Chevrolet-Ford. Parce que là, on a bien l'opposition de deux logiques. Ford, culture d'industriel, fait la Ford T, qui il cherche pas l'esthétique. Il disait, la Ford T, on peut la choisir de toutes les couleurs que l'on veut, pourvu qu'elle soit noire. Et on sait que la Ford T, ça repartait toujours. Il suffisait de donner un coup de pied et ça repartait. C'était vraiment très solide. Et Chevrolet, c'était Alfred Sloan, le directeur d'abord de Chevrolet, puis ensuite de General Motors, a compris qu'il ne pourrait pas battre Ford sur le terrain de la technique. Il ferait pas mieux que la Ford T, mais alors il pouvait le battre sur l'esthétique, faire des Ford de couleur, ça plaisait surtout aux femmes à l'époque, et de changer de modèle tous les ans. Donc l'idée, c'est de changer de modèle. La différence d'un modèle à l'autre, techniquement, était nulle, pratiquement, mais les enjoliveurs étaient différents, la couleur était différente, et ça a marché. Et quand il y a eu la crise, d'ailleurs, il a dit, mais faites comme moi, lancez des modes, lancez des modèles, ce qui n'était pas dans la culture puritaine américaine au départ. Donc ça l'est devenu. Mais c'est ce qui est intéressant dans ce que vous notez, outre le fait que les hommes comme les femmes peuvent être sensibles au changement de couleur ou au changement d'enjoliveur, ce qui est intéressant dans ce que vous notez, c'est que finalement il y a effectivement un lien, ce qu'on met sous cette bannière d'obsolescence programmée. Je reviens sur cette notion de destruction créatrice schumpeterienne. C'est vraiment l'idée finalement que on a besoin dans une société de surconsommation qui pousse à la consommation, dans une société de surproduction, de pousser le consommateur à consommer de plus en plus. Donc finalement, ce qu'on appelle obsolescence programmée, est-ce qu'on peut pas l'appeler juste pousse à la consommation, Flore Berlingen? Oui, complètement. Et du coup, l'alternative à ça, c'est pas forcément de ne plus consommer ou de ne plus renouveler, mais c'est tout simplement de se déshabituer du neuf, que le neuf ne soit plus forcément systématique. Il y a moyen de faire circuler les objets et donc d'assurer un certain renouvellement, un changement de la nouveauté, parce que c'est effectivement une demande aussi, mais tout en évitant ce mécanisme où l'on va extraire de nouvelles matières pour produire de nouveaux objets et avec un impact environnemental qui est considérable. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Vous voyez, elle marche bien cette machine à café. Il est 16h19, vous écoutez la méthode scientifique. Nous parlons de la notion d'obsolescence programmée. On l'entend, un terme qui recoupe en fait beaucoup de types de stratégies commerciales, publicitaires, marketing, de rapport à la nouveauté, à la consommation, comme nous venons de le définir dans cette première partie d'émission. Nous en parlons avec Flore Berlingen et Serge Latouche. Alors, on le disait tout à l'heure, la notion d'obsolescence programmée, convoque l'idée de ces grands groupes privés malveillants qui vont mettre volontairement une pièce défectueuse à l'intérieur d'une machine pour qu'elle tombe en panne plus tôt que prévu. Mais on vient de le voir, c'est une réalité certainement beaucoup plus diverse, beaucoup plus large. Cela peut recouvrir des stratégies commerciales et en matière de stratégie commerciale pour empêcher les gens de réparer ou pour les pousser à renouveler plus vite, il y a un champion, certainement toute catégorie, c'est Apple. Plus léger, plus fin, plus grand, quasi rutilant. Un petit bijou compatible avec aucun de ses prédécesseurs. Fini les larges prises comme à gauche et bienvenue aux prises plus fines,
ainsi qu'au business des adaptateurs. C'est déjà un tremblement de terre chez tous les partenaires commerciaux d'Apple, puisqu'il faut savoir que pour fabriquer des produits compatibles avec ces connecteurs, il faut prendre une licence auprès d'Apple. Et ceux qui vendent des produits très coûteux sont inquiets parce qu'ils vont se retrouver avec des stocks énormes de produits qui n'iront plus avec le nouvel iPhone, ce qui est commercialement dramatique. Des objets bons pour la casse, rendus obsolètes en peu de temps, ce mode de fonctionnement, Apple le connaît bien. Depuis 2001, Apple s'est fait le champion de l'obsolescence programmée. Avec l'iPod, avec sa batterie indémontable et donc limitée à la durée de vie de la batterie. Ensuite, des pièces qui changent à chaque génération d'iPhone ou d'iPad. Donc il y a beaucoup de volonté et de techniques, de savoir-faire pour limiter la durée de vie des produits. Avec l'iPod, Apple a dû faire face à une action en justice des consommateurs, ne supportait pas la réponse de la marque à la pomme. Acheter un nouvel appareil plutôt que changer la batterie, pousser le client à prendre du neuf pour ne pas réparer, le refrain demeure encore aujourd'hui. Et pourtant, à 500 km de là, les iPhones et autres smartphones sont bien triés, réparés pour être revendus en France ou en Chine. Presque comme neuf, alors que Apple est avare en pièces détachées. On n'a pas la possibilité d'acheter des pièces détachées, donc on a l'obligation en fait d'en démonter plusieurs pour en faire un de fonctionnel. Donc aujourd'hui on arrive à dépanner environ 2 téléphones sur 3. En France, les téléphones portables sont changés tous les 18 mois alors que les appareils ne sont pas hors d'usage. Aujourd'hui, une association écologique réclame une loi pour obliger les constructeurs à produire des biens réparables et allonger la garantie à 10 ans. Voilà, on entend pas mal de choses dans ce sujet extrait du journal de France 3 du 13 septembre 2012. On entend en tout cas que ce que l'on place dans cette expression d'obsolescence programmée, il s'agit en fait en l'occurrence d'une stratégie marketing très claire, tout à fait assumée, pas du tout cachée, qui se fait au grand jour, c'est-à-dire empêcher les réparations, empêcher le remplacement, organiser la rareté des pièces détachées et pousser les gens simplement à consommer plus. Donc finalement, face à une stratégie commerciale aussi clair, c'est le jeu de l'économie de marché, Fleur Berlingen, non? Oui, mais c'est amusant parce que du coup, vous venez d'évoquer, en listant les éléments de cette stratégie, aussi les pistes d'action pour rétablir la situation et pour apporter des solutions. Donc travailler sur la réparation, travailler sur la modularité, l'adaptabilité, pouvoir faire évoluer le matériel. C'est valable pour des téléphones ou des ordinateurs, c'est valable aussi pour du mobilier, pourquoi pas, faire évoluer des éléments de mobilier en fonction de l'âge des enfants, etc. Et puis lutter contre cette stratégie commerciale de marketing et de publicité qui vise à nous faire renouveler les produits et substituer à cette stratégie-là finalement une démarche de circularité, de circulation plutôt, plus précisément, des objets de personne à personne par de la mutualisation, par de l'échange, du don, du prêt, de la location. Il y a beaucoup de possibilités de faire circuler les objets et pour avoir une alternative à l'achat neuf. Et on reparlera des solutions tout à l'heure pour contourner ces problèmes de surconsommation. Un mot tout de même, Serge Latouche, sur cette archive où l'on entendait le moment où Apple a changé la prise de connectique pour recharger ses batteries. On est face là encore une fois à des stratégies commerciales qui se font tout à fait au grand jour. On n'est pas face à des stratégies dissimulées comme ce qu'on évoquait sur le cas de l'ampoule électrique tout à l'heure. Oui et non. C'est-à-dire une partie est au grand jour, une partie est toujours cachée. Je crois qu'il faut bien voir que l'obsolescence programmée fait partie d'une plus vaste stratégie qui fait partie des gènes du système économique, qui s'appelait autrefois l'adultération des produits. Il n'y a pas 36 façons pour un entrepreneur d'accroître ses bénéfices, il faut qu'il comprime ses coûts ou qu'il augmente son chiffre d'affaires. Alors, la concurrence l'empêche d'augmenter son chiffre d'affaires au-delà d'un certain seuil. Les coûts, au-delà, une fois qu'on a comprimé les coûts salariaux, il reste à tricher sur la qualité des matières premières, ou des choses comme ça. Alors, on a des exemples d'adultération
on se lamentait beaucoup, c'est beaucoup plus ancien, au 19e siècle, on se lamentait beaucoup sur l'adultération du pain, des tissus avec beaucoup d'amidon, etc., qui oblige aussi à renouveler plus rapidement les TV. On a des magnifiques exemples récents d'adultération avec la lasagne à la viande de bœuf, avec la viande de cheval. La viande de cheval, avec les prothèses-pipes au silicone industriel, avec le logiciel de Volkswagen truqué, etc. Donc, mais là, on est dans de la triche. On est dans de la triche. On est dans de la triche. Dans du mensonge organisé. Apple, on est aussi dans de la triche. Parce que le fait de ne pas pouvoir séparer la batterie de l'iPod est une forme de triche. Mais c'est une triche. Elle n'était pas annoncée, non. Mais c'est une triche à laquelle les citoyens ou les consommateurs de la marque Apple sont consentants. Non, puisqu'il y a eu un procès, ils n'étaient pas consentants du tout là sur ce point. Et d'ailleurs, il a changé sa pratique suite à la menace de procès. Ça n'a pas été jusqu'au procès. Il y a eu une transaction comme dans les habitudes américaines. Il a donné des indemnités, $50, je crois, à tous les gens qui avaient un iPod, et il a modifié ça. Cela n'empêche pas d'avoir d'autres pratiques de ce genre, l'incompatibilité des chargeurs, etc. Flore Bellingen. Mais pour mettre un terme aussi à ce type de pratique, il y a quand même un certain nombre de choses à faire au niveau de la réglementation et des incitations aussi fiscales là-dessus. On va reparler tout à l'heure. Oui, on va reparler des solutions de tout à l'heure dans quelques minutes. J'aimerais qu'on continue à examiner un peu ces questions liées stricto sensu à ce qu'on appelle donc l'obsolescence programmée. On entend aussi quelque chose d'intéressant dans ce reportage, c'est finalement le paradoxe économique que l'on soulignait tout à l'heure. Pousser à consommer plus, ça veut dire aussi faire circuler plus d'argent, donc permettre aux entreprises de mieux marcher. Donc finalement, je reviens à mes questions initiales, mais c'est le jeu de l'économie de marché dans lequel nous sommes tous partie prenante d'une manière ou d'une autre, Flore Bellingen. C'est le jeu de l'économie de marché dans laquelle on se situe, mais on pourrait en imaginer une autre économie, et notamment une économie qui serait fondée non pas sur la fourniture de produits, de biens, mais sur la fourniture de services. Il faut arriver à découpler, c'est aussi toute la discussion sur la notion de croissance, à découpler la création de valeur économique et donc d'emploi, d'activité, etc., de l'extraction de matière, l'exploitation des ressources naturelles, etc. Et donc ça, c'est vraiment une des clés aussi de solution. Parce que effectivement, l'un des corollaires évidents à ces problèmes liés à la surconsommation, c'est le problème de la consommation des ressources qui s'accompagnent et du non-recyclage de ces ressources en grande partie. Oui, on a un problème à la fois en amont, au niveau des ressources naturelles, renouvelables ou non renouvelables d'ailleurs. On sait que chaque année, on consomme beaucoup plus que ce que la planète peut nous offrir. Cette année, c'était le 2 août. Le jour du dépassement. Voilà, le jour du dépassement. C'est un jour symbolique où on estime que toutes les ressources de la planète ont été exploitées. Consommées, voilà. Donc, et malheureusement, cette date, elle avance chaque année. Donc, il y a cet aspect de problématique ressources en amont. Et puis, il y a l'énorme problème des déchets en aval. Et pour les déchets dont on parle, de biens de grande consommation, qu'ils soient électroniques ou qu'il s'agisse de mobilier ou textile, effectivement, aujourd'hui, les filières de valorisation, elles existent, elles commencent à exister, mais elles sont insuffisantes. Et surtout, même en considérant un recyclage bien meilleur qu'il n'est aujourd'hui, on n'apporterait pas complètement de solution à notre problème de ressources en amont. Il faut vraiment prévenir plutôt que guérir. Est-ce que vous n'avez tout de même pas l'impression de l'un et l'autre que on parlait de ce premier procès organisé en France au tout début de l'émission, le recyclage est de plus en plus malgré tout entré dans les mœurs et au sens large du terme, y compris pour la petite électronique. On va entendre dans quelques minutes que les réparateurs, que les cafés de réparation réunissent de plus en plus de monde. Vous n'avez pas l'impression tout de même que l'on est à un tournant ou que, en tout cas, petit à petit, la praxis est en train de changer et que les citoyens sont plus sensibles, je le disais depuis 2011, donc depuis très peu de temps, mais plus sensibles à ces questions liées à la surconsommation. Mais je crois que justement, l'exemple de cette action en justice est très important parce que il va pouvoir donner l'occasion aux
consommateurs et aux citoyens de s'exprimer sur cette question, d'envoyer le signal aux fabricants que ce sont des situations qui ne sont plus acceptables. Quand on voit que dans une cartouche d'encre d'imprimante, du coup, on gaspille 25 jusqu'à 45%. Voilà, jusqu'à 45% de l'encre, vu le prix de la cartouche, parce que quand finalement l'encre, on la paye très très cher. L'équivalence, ça coûte finalement plus cher qu'un parfum Chanel, encore au niveau de la quantité qu'il y a dans chaque cartouche, qui est vraiment tout à fait minuscule. Donc, on voit bien là l'illustration de la tricherie dont parlait Serge Latouche il y a quelques minutes. Serge Latouche, est-ce que vous avez l'impression, je repose la même question, que la praxis est en train de changer, même légèrement, même lentement, mais qu'en tout cas, les citoyens, les consommateurs ne sont plus tout à fait les mêmes gogos qu'ils ont pu être pendant des années? Du côté des consommateurs, il est incontestable que un certain nombre de consommateurs sont beaucoup plus consommateurs, sensibles. Bon, du côté des producteurs, il faut bien voir qu'ils sont pris dans la logique du toujours plus, et donc par conséquent est toujours moins cher. Ils sont sensibles évidemment à l'opinion publique, et leur stratégie est surtout une stratégie de communication, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle de l'éco-blanchiment, du greenwashing, c'est-à-dire de faire croire qu'ils vont changer sans changer. Mais l'exemple, les pratiques de Volkswagen, c'est très clair là-dessus. Ils se présentent comme très écolo, conscients, etc. Bon. Donc malheureusement, il n'y a pas de changement radical si on ne change pas de logique systémique. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette logique systémique, elle est en train précisément de basculer? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est même le contraire. On entend de plus en plus tous les. C'est même une attitude schizophrénique d'entendre tous les responsables déclarer croissance, alors qu'il faudrait sortir de cette logique de société de croissance. Mais là, vous êtes à un niveau plus élevé. Moi, je vous parlais vraiment plus, pour rester sur notre problématique du jour, au niveau de la surconsommation et de ces notions d'obsolescence programmée, avec tout de même une sorte de prise de conscience aujourd'hui beaucoup plus importante, me semble-t-il, mais vous me direz si vous partagez cette idée ou pas, qu'il y a 10 ou 15 ans. Moi, je pense que oui, au niveau des consommateurs et citoyens, il y a une prise de conscience et un énervement croissant par rapport à tout ça, parce que on se rend compte qu'on est perdant, non seulement d'un point de vue environnemental, qui était peut-être du coup une motivation écologiste qui était assez limitée jusqu'à présent, mais surtout qu'on est tous perdants, même d'un point de vue économique. Finalement, ces types de produits dont les coûts de production sont tirés vers le bas et qui sont du coup moins résistants, moins solides, ça nous donne l'impression qu'on a un pouvoir d'achat démultiplié, qu'on peut avoir accès à tout un tas de biens de consommation auxquels on n'avait pas accès auparavant, mais c'est une illusion puisque finalement on se retrouve à dépenser beaucoup plus d'argent dans le renouvellement incessant de ces produits du fait de leur faible durée de vie, et donc on est tous finalement perdants sur le long terme. Je me trouve ici perdu parmi ces parapluies. Dans le 15e, ceux qui les sèment s'y trouvent aussi. Au bureau des objets trouvés au coin d'une rue. Désemparé, je suis comme ces objets perdus. Je voyais Dieu, grandeur nature, et c'était elle. Glissant sur les toitures, la divine pluie du ciel. Moi j'étais là, sueur qui court. J'étais comme caillou qui roule. Étourdi dessus, dessous, dedans, dehors. J'étais le plomb devant l'or. Étourdi comme caillou qui roule. Étourdi comme caillou qui roule, étourdi comme caillou qui roule. Je me trouve ici perdu dans la terre aride. Oui, j'étais rempli d'amour, elle en était vide, puisqu'elle m'en avait tant donné au coin d'une rue. Quand elle m'a ramassé comme un objet perdu, j'étais piano désaccordé qu'on échange. Elle, c'était l'orchestre des anges sur l'aile des mésanges. Et moi Mozart qui s'écroule. J'étais comme caillou qui roule. Étourdi dessus, dessous, dedans, dehors. J'étais le pont devant l'or. Étourdi comme caillou qui roule. Étourdi comme caillou qui roule. Étourdi comme caillou qui roule. Je me trouve ici perdu parmi ces parapluies. Dans le 15e, ceux qui les sèment s'y trouvent aussi. Au bureau des objets trouvés au coin d'une rue. Désemparé, je suis comme ces objets perdus. Je me trouve ici perdu parmi ces parapluies. Dans le 15e, ceux qui les sèment s'y trouvent aussi. Au bureau des objets trouvés au coin d'une rue. Désemparé, je suis comme ces objets perdus. Je me trouve ici perdu parmi ces parapluies. Dans le 15e, ceux qui les sèment s'y trouvent aussi. Au bureau des objets trouvés au coin d'une rue. Désemparé,
désemparé, je suis comme ces objets perdus. Je me trouve ici perdu parmi ce parapluie. Dans le gazelle, ce qui les aime, trouve aussi. Au bureau des objets tombés au coin d'une rue. Désemparé, je suis comme ces objets perdus. Je me trouve ici perdu parmi ce parapluie. Dans le gazelle, ce qui les aime, trouve aussi. Au bureau des objets tombés au coin d'une rue. Désemparé, je suis comme ces objets perdus. Les objets perdus de Michel Jonas sur France Culture à 16h35. Dans la méthode scientifique, nous parlons de l'obsolescence programmée et plus généralement des questions qui lui sont liées, c'est-à-dire celles de la réparation, du renouvellement, de la surconsommation. Nous en parlons avec Flore Berlingen, directrice de l'association Zero Waste France, et Serge Latouche, professeur émérite d'économie à l'université d'Orsay et auteur de Bon pour la casse, les déraisons de l'obsolescence programmée aux éditions des Liens qui libèrent. Alors puisque nous parlions et nous demandions à l'instant si les mentalités étaient en train de changer autour de l'obsolescence programmée et de la surconsommation, eh bien, en voici un exemple, les Repair Café. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes. Bonjour voilà, à vous tous. qui cassez à peu près tout appareil électrique que vous touchez, hein, vous êtes notre Bonaldi de la méthode scientifique. Vous avez trouvé là une aubaine. Oui, j'ai appris à réparer grâce au Repair Café. C'est un concept qui est né aux Pays-Bas en 2009. L'idée première de ces Repair Café, c'est de lutter contre l'obsolescence programmée en proposant aux personnes qui ont un objet en panne de le réparer gratuitement ou moyennant une toute petite contrepartie. Et ce sont soit des bénévoles qui ont des formations adaptées aux réparations requises, soit les personnes qui ont un objet à réparer qui s'occupent de donner une seconde vie à leurs objets. En 2013, le premier Repair Café français s'est installé à Paris. Je me suis donc rendu samedi dernier au pôle innovant lycéen dans le 13e arrondissement de Paris, où se tenait l'un des 2 Repair Cafés mensuels de l'association. J'y ai rencontré des personnes venues avec du matériel en panne, mais aussi des bénévoles et des membres du Repair Café, comme Stéphane Gauchon, qui est chargé de mission pour l'association et qui nous ouvre les portes de cette salle d'opération un peu particulière. Voilà, il y a du monde. C'est le premier constat qu'on fait, c'est il y a toujours beaucoup de monde. Ouais, super. Alors le Repair Café, c'est un mouvement mondial qui est né à Amsterdam, aux Pays-Bas, et qui a rapidement essaimé aux Pays-Bas puis dans d'autres pays. C'est arrivé en France en 2013, nous on était les premiers avec 2 autres initiatives à proposer un Repair Café, mais aujourd'hui il y en a 160, 150 à peu près en France. Donc en effet, près de chez vous, il y a peut-être un Repair Café. Donc les gens s'inscrivent, on leur donne un ticket. Il y a 2 espaces possibles, ils peuvent soit aller en réparation, donc c'est un espace où là les bénévoles vont prendre en charge la réparation de A à Z, mais la personne va être obligée de rester et essayer de comprendre ce que fait le réparateur et discuter avec lui. Et on a un autre espace qui est un espace de co-réparation, donc où là les gens vont avoir des outils mis à disposition et ils vont pouvoir réparer, évidemment pas tout seuls, ils seront aidés par un pool de bénévoles qui sera autour, voilà, pour les accompagner dans la réparation. Il y a tout un volet pédagogique du coup dans ce Repair Café. C'est très important en fait, c'est vraiment l'idée de dire aux gens arrêtons de jeter et venons réparer ensemble et regardez, réparer c'est possible. Voilà. Quel type d'objets sont réparés ici? Parce que là on est devant des tables avec plusieurs objets d'électroménager, il y a aussi bien des amplis de guitare que des micro-ondes, que des grille-pains. Expliquez-moi un petit peu quels objets sont réparables ici. C'est vraiment en fonction de la compétence de nos bénévoles et on a pas mal de gens compétents. Donc on a tout le petit électroménager. Ce qu'on dit aux gens, c'est qu'il faut qu'ils puissent le transporter dans les bras. Donc voilà, pas de machine à laver, pas de lave-vaisselle. Il y a aussi des gens qui réparent bien l'électronique. Donc on peut voir des télévisions ou tous les radios réveils, tous ces objets où il y a de l'électronique dedans. Il y a aussi de l'informatique, hardware, software. Et puis on a un pôle couture aussi, voilà, avec des couturières qui réparent les vêtements. Comment vous vous positionnez par rapport à cette question de l'obsolescence programmée ici au Repair Café? Les Repair Café ont été créés justement pour lutter contre l'obsolescence programmée, pour lutter contre le fait que les objets tombent souvent rapidement en panne. On n'a pas de statistiques précises sur les objets, pas encore en tout cas, ça viendra peut-être. Et combien de personnes sont mobilisées pour un Repair Café comme celui d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui on doit être entre 25-30 je pense, voilà, ça dépend des fois, mais là il y a une bonne mobilisation, donc il doit y avoir une vingtaine de réparateurs et puis des personnes à l'organisation, donc voilà, 25 ou 30 personnes. Pierre par exemple. Pierre? Bonjour. 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 Alors là, je suis en train d'essayer de réparer une plaque chauffante à double plaque, quoi. Une double plaque chauffante. Elle est à vous cette plaque ou non? Non, moi je suis réparateur. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé à venir participer à ces Repair Café? Je fais pas mal de randonnées, je fais beaucoup de marches dans Paris. Quand je suis à Paris, le matin, je fais 3 fois 10 km par semaine et je vois des tas de trucs sur les trottoirs. Les gens ils jettent tout. Donc des fois je récupère d'ailleurs, tiens je dis ça va me servir des pièces et tout, mais le nombre d'aspirateurs, le nombre de machines à café, le nombre d'imprimantes d'ordinateurs qu'il y a sur les trottoirs le matin quand vous marchez avant 7h le matin, c'est vraiment étonnant, quoi. Donc comme je suis un peu bricoleur, j'ai trouvé que le but de l'association qui est de, au lieu de jeter, d'abord essayer de réparer, c'est quand même un bon principe. Donc moi je m'appelle Luis
Et je suis actuellement, depuis 2 ans, le président du Repair Café Paris. Le petit matériel là, électronique, ça vient d'où? Comment vous vous fournissez? Là, c'est toujours un problème parce que, premièrement, nous, en tant que Repair Café, nous, on n'a pas de local. On n'a pas vocation à stocker des choses. Par contre, par exemple ici, on travaille avec le pile, qui lui est recyclerie aussi. Donc ce qui permet, comme vous voyez tout autour, d'avoir des pièces, d'avoir des câbles, d'avoir des choses, et d'avoir l'espace. Mais globalement, l'association avec les dons et des adhésions achète un peu de matériel qui est mis en place pour les gens. C'est les 3 piliers, c'est pilier environnemental, c'est pas avoir des déchets en plus. Le volet économique qui permet aux gens de continuer à utiliser l'appareil, de ne pas racheter d'autres. Et après, l'aspect le plus important, c'est le lien social. Et vous, alors, sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment? Alors, je travaille en fait sur une centrale vapeur d'une marque suisse qui ne fait plus de vapeur. Et donc, je suis venu une première fois pour identifier la panne. Louis m'a indiqué quelle était la pièce à changer. Donc, je suis allé acheter la pièce pour moins de 20 €. Sachant que la marque me proposait, donc frais de port inclus, 250 € pour remettre la machine en état, me donner une garantie d'1 an, et c'est pour ça que je suis venu au Repair Café. Bonjour, je vois que vous vous attaquez quand même à un gros morceau. C'est un écran LCD, c'est ça? Oui, c'est un écran LCD. Et en fait, quel est le problème? Tout fonctionne, sauf qu'on voit rien. Donc l'écran, on a le son, on a tout, mais l'écran il est noir, donc on voit rien. Donc à mon avis, ça ne doit pas être grand chose, mais ça se situe où on ne sait pas. Donc l'idée ici, c'est de trouver un petit peu l'endroit précis où se trouve la panne. Le problème, c'est que cet appareil-là, si vous voulez l'emmener, la date est passée. Donc la date de garantie est totalement passée. Et ce sont des appareils qui coûtent extrêmement cher. Donc à la réparation, ils vont nous demander le prix d'une nouvelle télé. Ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on sait que ça fonctionne, puisque je l'avais déjà un peu démonté pour voir un peu comment ça fonctionnait. J'ai regardé un peu sur Internet, mais je ne sais pas situer précisément où se trouve la panne. Donc c'est ça que je recherche ici. Bon bah écoutez, bon courage et bon samedi après-midi de bricolage. Alain. Merci. Heureusement qu'il y a des gens motivés alors pour réparer ce que vous ne pouvez pas réparer. Exactement. Et vous alors, qu'est-ce que vous êtes en train de réparer? Une ponceuse à angle pour poncer les volets. Comment vous êtes venu l'idée de venir ici? Vous, c'est votre métier? Alors moi en fait, non, je suis déjà au départ bénévole et j'ai amené mon matériel à faire réparer. Et moi j'en avais déjà entendu parler, mais mon mari s'est vraiment investi et on est en train en ce moment de monter une antenne de Repair Café Paris sur le 13e arrondissement. Et donc là, vous aidez madame à réparer sa ponceuse. Alors ça vous a pris combien de temps? Est-ce que déjà vous en êtes où à peu près de la réparation? Là normalement elle est réparée, on va l'essayer, on va la brancher pour voir si elle fonctionne. Okay. Alors attention, l'instant fatidique. Alors, attention, l'instant fatidique. Ça marche. Bravo. Super. Une ponceuse toute neuve. Une ponceuse toute neuve. Et c'est reparti pour un tour. Impeccable. Merci. Ouais. Je t'avais dit. Et après, du coup, une fois que l'objet est réparé, là j'entendais dire, madame, que vous deviez faire enregistrer. On fait une sorte de statistique du nombre d'objets qui sont demandés à réparer. Et en même temps, on voit aussi qu'est-ce qu'on a pu réparer. En gros, c'est quand même les 3/4 qu'on arrive à réparer. Une grosse moitié, je pense. Ouais, une grosse moitié qu'on arrive à réparer. Donc on est quand même assez content. C'est quand même des gens qui repartent aussi satisfaits de repartir avec un appareil qui fonctionne et de ne pas être obligé d'en racheter un autre. Ça marche. Alors ça y est. Ouais, enfin, depuis. Bilan de l'opération, je vais pouvoir faire un don à l'association vu que j'ai réussi grâce à eux. Et surtout, vous allez pouvoir avoir des chemises repassées. Voilà, ouais. Voilà le reportage du jour dans ce Repair Café signé Antoine Beauchamp. Une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre pour élargir un peu notre débat stricto sensu autour de l'obsolescence programmée ou de la surconsommation. On peut constater, en tout cas indiscutablement, le fait qu'on ait perdu l'habitude de la réparation. Ouais. Fleur Berlingen. Moi, ça me fait penser à 3 choses. La première qui est évoquée dans le sujet, c'est qu'il y a un aspect crucial, c'est la disponibilité des pièces détachées. Et ça, c'est sur quelque chose sur quoi il faut encore travailler aujourd'hui parce que donc depuis récemment, il est
théoriquement obligatoire d'afficher la disponibilité ou non des pièces détachées sur les produits qui sont mis sur le marché, mais malheureusement on le voit pas encore trop sur les étiquettes. Il faudrait aussi garantir cette disponibilité. Ça serait encore plus important que d'avoir l'information. Et puis deuxième point, bien rappeler que la garantie standard sur l'ensemble des produits, elle est de 2 ans. Et que d'ailleurs du coup faut pas se faire avoir et racheter une assurance complémentaire en plus qui vient en doublon de cette garantie légale. Et puis une troisième chose, c'est que du coup ces initiatives citoyennes de Repair Café qui sont fantastiques parce qu'il y a cette notion de transmission et de réapprentissage des techniques de réparation. Ces initiatives citoyennes, elles sont de plus en plus complétées aussi par de nouveaux services de réparation qui pourraient être encouragés par l'État, par exemple, par des mesures de réduction de la TVA sur les activités de réparation. Donc c'est aussi des choses qui peuvent être des leviers pour les développer. Mais on voit des initiatives intéressantes. Je pense notamment au réseau Envie, qui non seulement propose du matériel électroménager, puisque le Repair Café c'est pour les petits objets, donc il faut trouver une solution pour on a entendu qu'on ne peut pas amener son frigidaire ou sa machine à laver. Et le gros électroménager, on peut le trouver d'occasion. Donc déjà, on n'achète pas du neuf, on achète d'occasion dans des réseaux comme Envie, qui en plus, maintenant, depuis peu, propose de la réparation, un service de réparation à domicile. Donc finalement, on a aujourd'hui une alternative de consommation à service égal. On peut se passer du neuf, on peut être sur de l'occasion et de la réparation, sans sacrifier pour autant la qualité de service et la praticité du système. Vous-même, vous avez fait l'expérience d'1 an sans rien de neuf, paraît-il. Oui, donc je confirme que ça marche, c'est possible. C'est possible. Un mot sur cette notion du retour, on l'entend, et puis Fleur Berlingen vient de nous le confirmer. Alors, vous allez me dire que c'est une idée fixe, mon changement de praxis, mais néanmoins, on voit que petit à petit, effectivement, le métier de réparateur revient, se réinstalle progressivement. On repense petit à petit à faire réparer avant de jeter. Ça commence à changer ou pas du tout? C'est vraiment mon idée fixe, Serge Latouche. Ça a toujours existé. Il y a longtemps. Emmaüs recycle des choses depuis 1954, l'hiver 54. Ça c'est certainement, on est passé à une vitesse supérieure. Et je pense que je suis pas totalement étranger à ce mouvement avec l'apparition du film de mon ami Cosima Dano-Ritzer, qui a été diffusé en 2011 sur Arte. Bon pour la casse, prêt à jeter. Et donc il y a bon pour la casse, c'est votre livre, ça la touche. Prêt à jeter, c'est le documentaire. Le film, voilà. Et donc il s'est développé, y compris sur des sites internet comme Le Bon Coin, etc. Il y a alors on est dans une espèce de guérilla entre les producteurs qui veulent vendre à tout prix renouvelé et puis les consommateurs conscients, effectivement, qui essayent de résister et de s'organiser. Alors dans le film, ce qui était très intéressant, c'était au fond le parcours du combattant qui en constitue un peu la trame d'un jeune homme qui refuse de renouveler son imprimante et qui veut absolument réparer l'imprimante. Et bon, moi je dois dire que j'ai eu le problème par 3 fois avec l'imprimante et j'ai renoncé parce que c'est tellement compliqué. Vous en avez racheté une. Bon alors on va vous couper votre micro jusqu'à la fin de l'émission. Vous êtes puni d'antenne. Non. Plus sérieusement, un mot peut-être sur les moyens légaux, puisque là aussi les lignes sont en train de bouger. 2 lois en France en 2014, en 2015. Un rapport d'initiative sur l'allongement de la durée des produits, de la durée de vie des produits au Parlement européen. Ça veut dire que vous évoquiez par exemple, Fleur Berlingen, la réduction de la TVA sur les métiers liés à la réparation. Aujourd'hui, vous avez l'impression que les pouvoirs publics sont eux aussi petit à petit en train de prendre en compte cette dimension liée à l'obsolescence programmée, pour employer encore cette expression-là, mais plus généralement à la faible durée de vie des produits manufacturés. Ça bouge depuis 3 ou 4 ans, c'est certain. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On peut s'inspirer d'exemples à l'étranger. La TVA sur les produits, sur les activités la TVA réduite sur les activités de réparation, c'est une initiative qui est déjà à l'œuvre en Suède. Et à
l'inverse, on peut aussi nous contribuer à faire passer à l'échelle européenne un certain nombre de choses, et notamment la reconnaissance du délit d'obsolescence programmée. On est les premiers à l'avoir lancé. Il faut maintenant que ça puisse passer à l'échelle européenne pour que ce soit réellement efficace. Délit qui pose des questions tout de même, sûr, parce qu'on parle de 2 ans d'emprisonnement, d'une amende très symbolique, et éventuellement de la ponction de 5% du chiffre d'affaires en moyenne sur les 3 dernières années. C'est de mesures à décourager. On a l'impression tout de même que c'est un petit bout de bambou face à une montagne. Alors certainement, il faudrait plus. Et puis il y a cette difficulté à prouver que la démarche était délibérée, bien sûr. Mais malgré tout, on a désormais une définition de l'obsolescence programmée dans la loi, et c'est quand même pas anodin. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui peuvent prendre de l'ampleur, à condition que ça dépasse l'échelle de la France. Il y a un mot, vous en avez touché un mot tout à l'heure, peut-être aussi, sur la notion de garantie. Aujourd'hui, la garantie légale est de 2 ans en France. Ça n'est pas le cas dans tous les autres pays européens, notamment je pense à la Finlande, qui n'a pas de durée limite de garantie. Est-ce que c'est une façon de dire, écoutez, à partir du moment où ma machine ne fonctionne plus, je vous la renvoie et vous me la remplacez ou vous me la réparez? Oui, alors sur la durée de garantie, c'est aussi quelque chose sur lequel les associations travaillent et font des propositions. Je pense notamment aux Amis de la Terre qui défendent l'idée d'une garantie à 10 ans et qui peut être une idée très intéressante pour certaines catégories de produits notamment. Et puis plus généralement, en fait, on peut aussi en tant que consommateur faire le choix de produits qui misent sur la durabilité justement, qui sont garantis à vie. C'est maintenant aussi un argument de vente, et donc à nous de valoriser cet argument de vente en montrant qu'il y a une réponse de la part des consommateurs. Et il y a même certaines initiatives qui aujourd'hui visent à innover autour de la durabilité. Je pense à un projet qui s'appelle l'Increvable, qui est un projet porté par 2 designers qui cherchent à inventer une machine à laver, justement, on en parlait tout à l'heure, dont la durée de vie ne serait pas limitée, qu'on pourrait réparer et faire durer à l'infini. Mais alors, je vais faire une fois de plus l'avocat du diable. Si j'achète une machine à laver dans ma vie, c'est la faillite de l'industrie de la machine à laver. Mais ce seront des emplois créés dans le secteur de la réparation. Bon, évidemment, vous pourrez aussi la réparer vous-même, bien sûr. Mais en fait, c'est juste un transfert. Il faut vraiment le voir comme une transition et un transfert. Là où il y aura peut-être moins d'emplois sur l'extraction des matières premières, sur leur transformation en biens de consommation, il y aura plus d'emplois sur la réparation, l'entretien, la maintenance en fait de tous ces objets. Un mot de conclusion, Serge Latouche, sur cette notion de faillite de l'industrie de la machine à laver. Si je n'achète plus qu'une machine à laver, plus qu'un frigidaire, plus qu'une voiture pour toute ma vie, comment se porte l'industrie? Du point de vue de l'écosystème qui permet de survivre, ça serait une bonne nouvelle, une bonne chose en tout cas que la production de machines à laver diminue sérieusement. Maintenant, évidemment, ça implique une reconversion totale du système, des logiques, et c'est là qu'on est pris vraiment dans cette schizophrénie de l'opposition de 2 logiques, où on a un ministre de l'économie qui va donner des primes à la casse pour que les gens changent leurs appareils, les chaudières, les voitures plus rapidement, et le ministre de l'écologie qui va donner des primes au contraire pour qu'on conserve sa voiture beaucoup plus longtemps et son frigidaire, et on ait une seule machine à laver dans sa vie. Oui, on a même parfois des contradictions au sein même du ministère de l'Environnement, parce que parfois justement l'argument pour le remplacement pour la prime à la casse, c'est justement l'argument écologique qui est utilisé. On va changer d'électroménager ou de voiture parce que les équipements, les anciens sont plus performants. Mais il faut voir l'ensemble du cycle de vie. Ça reste à prouver. Voilà, exactement, parce qu'il faut bien regarder l'ensemble du cycle de vie des produits. Eh bien, nous nous entendons à cette schizophrénie, ou en tout cas à ce paradoxe de l'obsolescence programmée et du remplacement des équipements pour aujourd'hui.